mon vélo canoë, hein, comme je dis, la première fonction, c'était d'aller sur l'eau et sur la route. La deuxième fonction, mais que j'aurais pu anticiper, c'est un outil de rencontre, en fait, et c'est ce qui me sert beaucoup dans cette aventure, c'est que il me permet de rencontrer les gens. Et ça me permet de fonctionner sans argent, sans rien. J'ai dit aussi des fois, mon vélo canoë, c'est un peu c'est l'équivalent de ma carte bleue, en fait. C'est ce qui me permet de rencontrer les gens et de vivre. Enfin, les gens m'apportent ce dont j'ai besoin. Mais c'est parce qu'il y a cette curiosité-là. Voilà. C'est une chance, en fait, bien sûr. Après, il est bancal. Il y a toujours des choses qui cassent. Il y a toujours ça va avec un tempérament, avec une philosophie de vie. De se dire, en fait, si j'ai quelque chose qui casse, tant mieux. C'est prétexte à rencontrer du monde. Bonjour, c'est Anne-B. Tu es sur Storylifique, le podcast 100% outdoor. Ta mission ce jour, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Écoute des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Donc si ce podcast te plaît, parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau ça ? Toutes les explications sont sur storylifique.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. L'invité de ce jour, j'ai eu envie de l'inviter dès que je l'ai découvert dans une bande-annonce au hasard des réseaux sociaux. Chance, le film qui a été tourné sur lui par le talentueux Mathieu Fournier a été sélectionné au festival Into the Wild, auquel le podcast participe, comme tu le sais si tu me suis régulièrement. L'occasion était trop belle pour ne pas transformer cette rencontre en interview. La première fois que j'ai vu Félix, j'ai pensé « on a retrouvé le petit prince ». Boucle blonde au vent, dans son canoë vélo roulotte improbable et unique au monde, comme l'aurait aimé le héros de Saint-Exupéry. Il a apprivoisé un animal tout aussi roux que le renard du fameux livre, mais son rouquin à lui est une rouquine, une jolie voyageuse improbable elle aussi, qui répond au doux nom de... Non, je ne vais pas vous dire qui elle est, ni comment elle s'appelle, je vais laisser à Félix le soin de vous l'expliquer, car ce nom résume autant la légèreté que la philosophie de vie de Félix. Entretien avec un rêveur d'une insouciante profondeur, une aventure à nul autre pareille, j'espère que vous allez l'apprécier. Cet épisode reçoit le soutien d'AS Adventure, l'adresse des épicuriens actifs. Cela fait sens pour moi de te les présenter car ils ont un service auquel je crois beaucoup, la location de matériel outdoor. Souvent cela ne vaut en fait pas la peine d'acheter une tente, un sac de couchage et un matelas pour les utiliser une fois sur l'année et t'encombrer le reste du temps. Imagine la réduction de l'empreinte écologique si une tente est louée 10 fois sur la saison par rapport à 10 tentes achetées. Je ne suis pas forte en maths, mais sauf erreur, on diminue son impact par 10 sans transpirer. Et en plus, tu peux louer de la très bonne qualité pour moins cher qu'un achat de bas de gamme qui finit fissa à la poubelle. Donc, pour diminuer ton impact cet été, que tu baroudes en Alaska, entre les coquillages des Landes ou entre les podiums des festivals, le mot d'ordre est location, le meilleur rapport qualité-prix pour toi et la planète. Ice Adventure est présent en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en France à Reims, Nice et Bordeaux. Adventure is everywhere. Bonjour Félix. Bonjour. C'était un grand plaisir de te rencontrer au Wild Festival. Tu tournes beaucoup dans les festivals en ce moment, hein. Tu es d'ailleurs encore sur un festival ce week-end. Et pourtant, contrairement à beaucoup de chercheurs d'aventure en quête de visibilité, tu n'as jamais envisagé ça. T'avais pas du tout envisagé ce film. Je pense que tu n'es sur aucun réseau social. Tu vis complètement déconnecté, en fait, et c'est bien là le projet. Donc, c'est assez amusant de te voir que tout ça aboutit à un film et je pense que c'est grâce à la délicatesse de Mathieu Fournier qui a fait ce film, qui a bien compris ton projet, qui en a respecté totalement les contours flous que ce film a pu naître. Et pour le plus grand plaisir, quand on voit le résultat du vote du public au festival, en tout cas ici à Wavre, ça avait vraiment très 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 bien donné. Mais donc on va commencer par le commencement. Pourrais-tu te présenter toi, puis présenter ton projet ou ton expérience en cours, je ne sais pas comment on doit appeler ça. Alors, pour me présenter, je dirais que je ne sais pas vraiment qui je suis dans tout ça, en fait. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour cette question, c'est fait. Ensuite, l'expérience que je vis, je ne sais pas. Voilà, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que je fais, je ne sais pas trop où ça va, mais il y a un peu une idée de découvrir la vie d'une certaine façon. Enfin, comment est-ce que On va déjà commencer par ce qu'on sait. Ouais. Donc tu as quitté chez toi, sans projet particulier autre que de Ouais. rouler avec un véhicule improbable. Tu peux me parler de ton engin, tiens, comme ça donnera, je crois, ce sera un bon point de départ, je pense. Ouais. Donc le
le vélo canoë qui me permet de tracter ma maison, on va dire. Donc ça, pour le coup, c'était un projet que j'avais fait donc du coup avant de partir. Et puis je pensais pas du tout l'utiliser comme ça. En fait, à la base, c'était plutôt pour essayer de faire un vélo qui peut aller sur l'eau, mais il y avait dans l'idée d'aller à la pêche avec ça. Ça répondait à un besoin que j'avais, je dirais, quand j'étais petit, un peu un rêve de pouvoir aller sur l'eau et sur la route. Il y avait aussi dans l'idée de ce projet de me dire, quand j'ai intégré l'école d'ingénieur, je me disais, tiens, c'est un super, l'école d'ingénieur est un super lieu et aussi un moment dans une vie, je dirais. C'est le moment de faire des choses un petit peu osées, qui vont pas forcément marcher, mais qui nous ressemblent aussi. Et je me disais, voilà, il y a vraiment un bon moment où j'ai accès aussi à plein de ressources, des machines, des connaissances. Je me dis, c'est le moment de faire un truc qui me plaît, et peu importe si ça marche ou ça marche pas, quoi. Là, en l'occurrence, du coup, c'était à fabriquer un canoë, donc ça me faisait travailler le bois, travailler la résine, ensuite la partie mécanique, concevoir un vélo, puis partir d'une feuille blanche, quoi. Il y avait un petit peu ça. Et donc ça, je l'ai fabriqué. Il n'y avait pas de suite en fait dans tout ça. C'était juste l'idée, c'était de faire un vélo qui va sur l'eau et sur la route, quelque chose de très pragmatique, quoi. Mais en fait, en fabriquant ce vélo canoë, ça m'a amené en fait à rencontrer des gens, parce qu'au début, je partais de la feuille blanche, j'essayais de dessiner un canoë, puis je me rendais compte que j'arrivais pas, je m'improvisais pas charpentier marine, enfin architecte marine du jour au lendemain. Et donc, je me suis dit, voilà, moi, j'ai pas les ressources en moi, là, sur le moment pour faire ça. Donc, mais j'ai la motivation de faire ça. Qu'est-ce que je fais? En fait, si moi, j'ai pas la ressource en moi, va peut-être falloir que j'aille la chercher ailleurs, en fait. Et donc, ça m'a amené à rencontrer des gens qui font du canoë, qui fabriquent des canoës, qui dessinent des canoës. Puis ensuite, des gens qui fabriquent des vélos, qui dessinent des vélos, qui savent faire tout ça, quoi. Et en fait, ce projet-là, finalement, je l'ai fait sur les 3 ans d'école d'ingénieur. Sur mon temps de libre, je l'ai fait. Et de tout ça, une fois que j'ai fini l'école d'ingénieur, je suis pas allé bosser tout de suite en me disant, tiens, je fais un petit peu un point sur ma vie, quoi, jusque maintenant, quoi. Et puis, finalement, j'ai beaucoup réfléchi à ce projet-là, enfin, de ce vélo canoë, qu'est-ce qui m'a apporté, qu'est-ce que j'en tire au final, enfin, voilà, j'ai réalisé ce truc-là, et puis voilà, qu'est-ce qu'il en sort, en fait. Il y a certes un objet, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Et puis, en fait, ce dont je me rendais compte, c'est que ce qui restait beaucoup pour moi dans ce projet-là, c'était surtout, les rencontres que j'ai pu faire qui m'ont aussi aidé à concrétiser cette idée-là. Mmh. Et donc, juste en prenant le temps, on va dire, avant même de partir, je me suis dit, tiens, j'ai envie de continuer à fonctionner comme j'ai fonctionné pour créer cet objet qui était un peu un rêve pour moi. J'en ai rêvé beaucoup de ce truc-là. Et je l'ai réalisé, ce rêve. Et aussi, une des choses qui est peut-être le plus important, c'est qu'en réalisant ce rêve, je me suis rendu compte que le jour où j'ai pu même tester ce vélo canoë, c'était quelque chose que j'ai idéalisé pendant des années et des années. Et ça se concrétise. Et en fait, ce jour où j'ai pu réaliser ça, c'était pas forcément un jour si beau. J'ai pas rencontré le bonheur que je pensais rencontrer, en fait. Parce que il y avait d'autres problèmes dans cette journée, enfin des choses qui faisaient que ok, je réalisais quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, il y avait plein de choses qui me perturbaient, qui n'allaient pas. Et en fait, je me disais, mais ok, je peux maîtriser le côté, l'aspect technique, l'aspect matériel, mais je peux pas avoir forcément la maîtrise sur mon bonheur, en fait. Ça a cassé toute une façon de penser pour moi. Où dans ma tête, je me disais, je fais le vélo canoë, mais le vélo canoë est simplement un projet qui sort un peu des sentiers battus, qui fait intervenir plein de compétences différentes, et puis c'est un entraînement pour faire quelque chose d'encore plus fou derrière, mais plus fou sur le plan matériel, j'entendais. Et en fait, en concrétisant ça, je me rends compte que en fait, le bonheur, c'est même pas forcément d'accomplir quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais finalement, j'ai des rêves et tout, mais bon, que je les réalise ou pas, ça n'a pas forcément tant d'importance. Au lieu de voir un peu un schéma de toujours faire des choses plus impressionnantes, plus, je sais pas dire, plus sophistiquées, plus compliquées, enfin, ou plus inaccessibles, tout ça n'a plus de sens. Excellent. Donc, c'est génial parce que je viens de sortir un épisode ici au moment où on enregistre, c'était Les rêves ne meurent jamais. Et justement, c'est toute une réflexion sur les rêves. Mais c'est vraiment la réflexion. Il y a quelqu'un dans ce film sur les rêves qui dit, mais tu sais, le plus beau moment à Noël, où tu rêves d'ouvrir tes cadeaux, il dit, c'est justement tout ce moment où tu rêves d'ouvrir tes cadeaux. Exactement. Une fois qu'ils sont ouverts, t'es content, tu joues 2 semaines avec et puis tu rejoignes le bac à jouer avec tous les autres.
Et voilà, on dirait que c'est un peu ce qui t'est arrivé. Et ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand tu prends quelque part conscience de ça, bah, tu te dis, bah, ouais, enfin, voilà, le rêve en soi, c'est pas forcément ça le plus important. Ouais. Donc moi, c'est ce qui m'emmène sur la suite où en fait, je sais pas du tout, je l'avais pas du tout en tête, mais ça m'a amené du coup en fait, ça m'a fait vachement réfléchir sur plein de choses en fait. Ça m'a fait revoir complètement ma façon de penser et de ça, on est sorti cette idée de petite caravane. C'est la partie matérielle, on va dire, hein, de toute cette réflexion. Mais en fait, la caravane en soi, c'est peu de choses. C'est la partie visible de l'iceberg en fait. Le socle, c'est beaucoup plus plus une façon de penser, un questionnement. Il y a quelque chose de flou. Il y a un flou dans tout ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour moi où j'ai l'impression dans cette expérience là que je vis aujourd'hui, j'ai l'impression de régresser sur le plan technique. J'ai fabriqué le vélo canoë où là, il y avait quand même, le canoë, je me suis appliqué à le faire. J'étais sur un dépassement sur le plan technique. Il y avait plein de choses que je maîtrisais pas et que j'ai dû franchir des obstacles concrets. Parce que ce canoë, tu l'as vraiment fait de A à Z, hein, donc c'est Voilà, pas un canoë aménagé. Tu as vraiment parti du bambou brut. Du coup, j'ai pris du bois, j'ai pris du bois brut. Voilà, Ah, je croyais que c'était du bambou, pardon. Non, c'est la structure de la caravane qui est en bambou. Ah, voilà. Mais okay. après, peu importe. Hein, c'est l'idée en tout cas de dire. Je veux dire, un canoë, il y a pas de, c'est pas quelque chose, c'est pas une réalisation en soi qui est inaccessible. Mais moi, au moment où je l'ai fait, j'avais jamais fait ça. J'utilisais des choses que je ne maîtrisais pas. Donc c'est là où pour moi l'obstacle était. Voilà, il y avait un challenge, il y avait un projet, il y avait tout ça. Mais dans ce que je vis aujourd'hui, qui est du coup plus ça amène sur plus un mode de vie. Sur le plan technique, en tout cas, j'ai régressé. J'ai pas. T'as plutôt simplifié en fait. Hein, t'as plus pas cherché la sophistication. C'est très simple. Et voilà, j'ai pas cherché la sophistication, même si parfois, voilà, là, ça peut arriver que je vais sophistiquer des trucs, mais en tout cas, le but n'est pas de faire mieux, c'est pas d'aller plus haut que le vélo canoë. Si on compare, on va dire, la difficulté technique. La prouesse technique est bien moindre sur la caravane que sur le vélo canoë. Mais là, tu dis un truc super important que je vois souvent, c'est que souvent les gens qui veulent réaliser des grands projets, que ça peut être n'importe quoi, même un petit, mais tu veux changer de boulot, tu veux monter une boîte, tu veux créer un truc, tu veux devenir artiste ou créateur, tu te rends compte que finalement l'étape la plus importante, ça va être celle où qui va t'amener à travailler sur toi-même. Tu dois changer un peu qui tu es, ou te découvrir, savoir ce que tu veux, ce qui tu es, tes ressources. Tu t'apprends toi-même et finalement c'est l'apprentissage de soi qui va créer la possibilité d'aller plus loin. Mais c'est dingue comme à chaque fois on veut créer une boîte et en fait on se rend compte qu'on doit commencer par travailler sur soi. Enfin pour n'importe quel projet, je veux dire. Ça revient tellement tout le temps que c'est intéressant que tu me ramènes à ça. Tu dis voilà avec toute la technique que tu avais en tête et puis finalement c'est revenu de plus en plus épuré et puis de plus en plus ça mais c'est quoi l'expérience humaine quoi. C'est ça en fait voilà là voilà oui ça questionne tout ça. J'aime beaucoup tout ce qui est matériel technique, j'adore et je m'exprime beaucoup avec ça, mais en fait là dans l'expérience que je vis aujourd'hui c'est comme si je mettais ça au second plan. Et en fait là quelque chose que je découvre moi donc dans ma tête au début je voulais même pas partir avec le vélo canoë, je voulais faire une caravane toute bien toute finie, toute option et qui serait nickel sur le plan technique. Mais en fait, quand j'ai voulu fabriquer ça, en fait, c'était très difficile. J'étais face à beaucoup trop de doutes et j'avais pas non plus les mêmes moyens quand j'étais à l'école d'ingénieur. Je faisais ça chez mes parents, quoi. Et en fait, si dans une journée j'arrivais à simplement planter un clou, c'était déjà quelque chose d'énorme parce que j'avais déjà avancé sur le plan matériel. Entre le temps où j'ai fini mon école d'ingénieur et le temps où j'ai démarré avec le vélo et la caravane, il s'est écoulé un peu plus d'1 an. En fait, le travail que j'ai fait concrètement, visible, je pense que je pourrais le faire en quelques jours. C'est-à-dire que là, il m'a fallu plus d'1 année pour faire le travail que je pourrais faire en 3 jours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait pendant ce temps-là? En fait, pas du tout. J'ai avancé intérieurement. Et ce qui fait que le jour où je suis parti, j'avais pas fini ma caravane. C'était pas du tout c'était pas du tout comme je l'avais imaginé sur le plan technique. Parce qu'à un moment, fallait que je parte et je suis parti. Il y avait 3 fois rien en fait. Mais là, ce que je découvre et ce que je découvre encore, c'est qu'en fait, elle se construit sur la route avec que des choses que les gens me donnent. Donc en fait, ce qui va faire que je vais améliorer matériellement modifier matériellement ma caravane, c'est que d'abord, je rencontre
des gens qui sont prêts à m'aider. Donc c'est ça qui fait que c'est à ce niveau-là que je dis que je mets le côté matériel au second plan et le côté plus humain. C'est que s'il y a pas de rencontre et de gens qui sont prêts à m'aider, ben je ne fais rien. Et donc après, tout ce qui en découle, bah, le fait de faire même sans argent, c'est-à-dire que je ne fais plus, je fais 0 course. Alors, en 4 ans, j'ai rien acheté, j'ai rien dépensé, je fais donc voilà complètement sans argent. Ça m'assure que je vais fonctionner uniquement sur l'humain. Et donc, si je rencontre personne, si personne n'est prêt à m'aider, s'il n'y a pas de générosité, s'il n'y a pas d'humanité, ben moi je fais rien. Et donc par contre, dès lors que je vais rencontrer quelqu'un qui est ok pour m'aider, ben là, suivant la personne, suivant ses compétences, suivant ce qui peut m'apporter, ben je vais réaliser ce que je réalise. Et là, en fait, je réalise des choses qui me dépassent, parfois complètement. Là, par exemple, enfin, voilà, je dirais au début, je suis parti, j'avais rien d'étanche, j'avais rien, j'avais du papier journal pour faire les murs, j'avais pas de porte, s'il pleuvait, toute la pluie rentrait, j'avais juste un sac de couchage, mais j'avais pas de quoi me chauffer, j'avais rien, quoi. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une petite couchette assez confortable, j'ai un petit évier, un petit poêle, et là, j'ai même ma caravane qui peut flotter. J'ai fait toute une coque en fibre de carbone et en bois. Enfin, c'est des trucs, ça me coûterait un fric monstrueux, mais là, c'est un concours de circonstances qui fait que j'ai rencontré des bonnes personnes au bon moment, enfin, qui fait que, ah bah tiens, quelqu'un qui avait de la fibre de carbone, de la résine époxy, qui s'en débarrassait, enfin, bah tiens, vas-y, si tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Bah en fait, c'est des choses où je m'interdisais presque d'y réfléchir parce que ça me faisait très envie, mais en même temps, je savais que ça allait être très compliqué à réaliser puis que j'avais pas les moyens pour le faire. Là, aujourd'hui, sans un sou, j'arrive à Oui, parce que tu ne demandes rien, c'est important aussi. je demande rien, mais en fait, je suis juste ouvert à ce que la route, l'aventure, la vie me met entre les mains ou pas. Des fois, j'ai rien et en fait, le rien a du bon aussi. Mais des fois, j'ai accès à plein de choses si je le rencontre, je sais pas, le patron d'une grosse boîte qui est charmé par la poésie de mon aventure, puis qui me dit, bah écoute, je suis prêt à t'aider, bah tiens, j'ai telle machine, j'ai tel truc, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Là, des fois, je suis presque démuni parce que j'ai trop de choix, j'ai l'embarras du choix, je peux dessiner, imaginer ce que je veux, et c'est mon imagination qui limite, en fait. Et puis, ben, des fois, j'ai 3 fois rien, faut que je me débrouille avec un bout de ficelle, et puis un couteau, et puis il faut que je fasse je ne sais quoi. Donc, il y a un peu cette... Tu sais qu'en créativité, voilà. en artistique, en écriture créative ou pour plein d'autres choses, on te donne des contraintes parce que ça débloque. Parfois, on a une analysis paralysis. Quand on a trop de choix, on reste un peu figé. Exactement. Dans le qu'est-ce que tu veux faire plus tard, parfois comme quand tout est possible. Si tu peux être juste un charpentier ou paysan, bon voilà, c'est assez facile de choisir, mais quand tu peux être à peu près tout, ça devient compliqué. Non, il y a plein de très très chouettes choses dans ce que tu dis. Ça me fait penser à plein de trucs. Là, j'ai le cerveau en feu d'artifice. Ça me fait penser aussi à une chose où je voyais les moines. Quand on avait fait un grand tour en Asie pendant 4 mois avec les enfants. Tu rencontres partout les moines bouddhistes avec leur bol, qui eux vont quand même de porte en porte, ils vont quand même demander eux. Mais je veux dire, toi, tu vis aussi comme ça de cette générosité. Et justement, ils reçoivent trop parce que les gens veulent tellement montrer leur foi, leur respect aux moines, etc., qu'ils donnent tellement qu'ils doivent même jeter ou redistribuer à tous ceux qui viennent pendant la journée au monastère, quoi. Mais il y a trop. Et on dit, mais pourquoi pas limité ou quoi? Il dit, mais on peut quand même pas refuser aux gens d'aller montrer leur générosité. Je veux dire, les familles souffriraient vraiment que le moine ne soit pas passé parce qu'il avait assez, il n'ait pas pu, avoir ce geste de générosité. Et tu as dit quelque chose de très similaire au festival dans les questions-réponses, je pense, c'est que tu dis que ta démarche, quelque part, tu t'es rendu compte que ça permettait aux gens d'exprimer leur générosité. T'as dit quelque chose dans le genre. Tout à fait. Tout à fait, oui, ça fait vivre cette générosité, oui, tout à fait. C'est l'humanité aussi que tu cherches un peu sur la route finalement, alors. Ben, oui, je pense. Enfin, je sais pas ce que je cherche, mais en tout cas, j'ai l'impression j'ai l'impression de rencontrer l'humanité, et c'est certainement une des choses qui fait que l'aventure est peut-être plus longue que ce que j'aurais pu imaginer. Oui, tu es parti sans plan. Tu ne pensais même pas partir le jour où tu es parti. Tu peux raconter le départ. Parce qu'on dit toujours, il faut partir avant d'être prêt. Il faut démarrer un projet, il faut se lancer avant d'être prêt, parce que sinon, comme on n'est jamais prêt, on se lancera jamais. Oui, ou si on est prêt, c'est qu'on maîtrise déjà trop de choses. Le fait de ne pas être prêt, ben, l'aventure, le voyage va nous apprendre, va nous sculpter. Donc, c'est pour ça que finalement, le fait de partir sans être prêt, enfin, pour moi, ça me semble être très important, en fait.
Mais Et tu donc, n'avais oui, quand même pas. Oui, voilà, c'est un concours des circonstances. Hein, c'est quoi? T'es pas oui, enfermé bah, en dehors de chez toi, quelque chose comme ça? en fait, oui, voilà, je rentrais d'un week-end et j'habitais, on va dire, officiellement chez mes parents, mais bon, j'avais 25 ans à l'époque, donc c'était pas. Et là, je vais pour rentrer chez mes parents, mais j'avais oublié mes clés. Et mes parents étaient partis pour une semaine en vacances. Et donc, je me retrouve à la porte. Après, j'aurais pu aller n'importe où, hein, mais c'est juste que tout ce que j'avais prévu de faire dans la semaine, je pouvais donc pas le faire puisque je pouvais pas rentrer. Mais j'avais accès quand même à mon vélo canoë et à ma caravane que je stockais pas chez mes parents, je stockais ailleurs. Et c'est juste que ça m'a arrêté dans mon quotidien. Et je me suis dit, ben voilà, là, je peux pas faire ce que j'ai prévu. Mais en fait, ce qui est le plus important pour moi, mais c'est quelque chose que j'ai caché. J'en parlais très peu en fait de cette idée de partir avec ma petite caravane parce que dès qu'on me posait une question, j'étais là, oui, tu feras comment pour, tu vas dormir où? Oui, puis tu feras comment sur la route? Ce sera, oui, mais c'est interdit de rouler avec ça ou enfin, plein de questionnements qui te freinent direct en fait. Puis quand t'as pas les réponses, ben, tu te retrouves bloqué et tu te dis, ben, ah oui, c'est vrai, non, mais c'est vrai, faut pas que je fasse ça, c'est complètement fou. Donc en fait, j'en suis arrivé à un point où j'en parle pas. Parce qu'à Mhm. chaque fois que j'en parlais, on me disait que mon truc, On te freinait, quoi, c'était finalement. complètement farfelu et que c'était complètement fou et qu'il fallait que je pense à faire quelque chose d'un peu sérieux dans ma vie, quoi. Donc, je me suis fait une carapace, en fait. Voilà, je parlais d'autres choses avec les gens, en fait. Mhm. Ce qui me tenait vraiment à cœur, je l'ai protégé, vraiment. Et du coup, j'en parlais pas. Mais ça continuait, enfin, la flamme était là, même si elle était toute fragile. Il n'y avait plus grand chose. Enfin, ben là, en fait, ce moment où, hop, je peux pas faire ce que j'avais prévu, mais en fait, j'avais quand même accès à mon vélo parce que je stockais ailleurs. J'avais quand même accès à ma caravane. Ben là, tout d'un coup, est-ce que c'est pas le moment de faire revivre cette flamme, en fait? C'est ça un peu que je l'ai vu comme ça, en fait. Mhm. Et je me suis juste retourné derrière moi et je me suis dit, bah attends, là, ça fait plus d'un an que j'ai envie de vivre ça et là, je le fais pas et en fait, j'arrive plus à avancer. Est-ce que c'est pas le moment de partir? Mhm. Est-ce que si je pars pas aujourd'hui, je partirai pas demain, je partirai pas la semaine prochaine. Enfin, donc voilà, quelque part, c'est le fait de pas avoir les clés de chez mes parents. C'est comme si j'avais les clés de chez moi. Mais Mhm. ma caravane, il n'y avait même pas de porte. Donc oui, j'avais les clés de chez moi, mais j'avais qu'à me lancer en fait. Mais la porte, elle était grande ouverte, mais je la voyais pas. C'est juste il fallait partir, mais c'était C'est le plus dur. complètement bancal. Mhm. Je pensais pas partir avec le vélo canoë, mais j'avais accès à mon vélo canoë. Et puis après coup, et c'est évident maintenant, mais le fait d'avoir le vélo canoë, ça m'a permis de rencontrer les gens. C'est vraiment Ah ce oui. que je dis. Mon vélo canoë, hein, comme je dis, la première fonction, c'était d'aller sur l'eau et sur la route. La deuxième fonction, mais que j'aurais pu anticiper, c'est un outil de rencontre, en fait, et c'est ce qui me sert beaucoup dans cette aventure, c'est que il me permet de rencontrer les gens. Et ça me permet de fonctionner sans argent, sans rien. J'ai aussi des fois, mon vélo canoë, c'est l'équivalent de ma carte bleue, en fait. C'est ce qui me permet de rencontrer les gens et de vivre. Enfin, les gens m'apportent ce dont j'ai besoin. Mais c'est parce qu'il y a cette curiosité-là. Ben, c'est une chance, en fait, bien sûr. Après, il est bancal, il y a toujours des choses qui cassent, il y a toujours des. Mais en fait, ça va avec un tempérament, avec une philosophie de vie, de se dire, si j'ai quelque chose qui casse, bah, tant mieux. C'est prétexte à rencontrer du monde. Et en fait, ben, c'est très bien. Et mon vélo canoë, finalement, au lieu qu'il prenne la poussière dans un hangar chez mon frère, ben, là, je le fais vivre. Et puis, bien sûr, il se casse, il y a des choses qui s'abîment et tout, mais il vit. Donc, Mhm. et ce vélo canoë, c'était mon rêve à un moment. Donc, je continue de faire revivre le rêve. Et Bah, donc, tu je as dit me aussi quelque déplace. chose de vachement important là, c'est que tu remarques qu'on est dans une société où on te dit faut que tu aies tout toi-même, t'as ta foreuse, tu t'en sers une fois tous les 2 ans, mais faut que tu aies ta foreuse, faut que tu aies ceci, faut que tu aies cela, pour être parfaitement autosuffisant. Or, quand tu es en train de faire un gâteau, que t'es quasi au bout, que tu te rends compte qu'il te manque un œuf ou quoi, et que tu vas frapper chez les voisins, en général, ils sont tout contents de pouvoir justement faire un petit geste, de pouvoir remettre de l'entraide, vraiment un esprit de communauté comme on n'aurait jamais dû cesser d'avoir, cet individualisme qui est aussi créé parce qu'effectivement tu vends beaucoup plus de foreuses quand tu fais croire à tout le monde qu'ils ont besoin de leur foreuse dans le garage. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, retrouver cette entraide, ça fait du bien, effectivement. Moi, j'aime bien quand il me manque un œuf et que je Ouais, vais ouais, chez ouais. les voisins. Oui, 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 tout à fait. Après, Pas pour voilà, aller leur taxer un œuf, mais juste pour le. ouais. C'est un prétexte, effectivement. Oui, c'est ça. Mhm. C'est un prétexte, exactement, complètement. Après, voilà, quand il y a quelque chose quand il y a une relation, enfin, de voisinage établi, pour le coup, je trouve qu'il va vite y avoir il y a un échange, en fait. Mhm. Enfin, je sais pas comment dire, c'est,
Mais donc, ça se perd fort dans les grandes villes, hein. Plus la ville est grande, moins tu as ça, hein. Plus tu essaies de ne pas déranger, Ouais, parce que déjà l'espace de ouais, chacun est effectivement. tellement limité, la liberté de chacun est tellement limitée que on essaie vite de respecter Ouais, ouais, les gens, mais quelque part, voilà, du coup, on connaît parfois pas ouais. son voisin de palier, quoi. Donc oui, il y a plus Oui, oui, d'esprit oui, complètement. dans un tout petit Mm. village. Moi, je suis moins isolée dans mon petit village de 15 maisons que quand je viens ici Mm. en ville. Ah oui, Ouais, tout à fait, tout à fait, et toi aussi, tout à t'as fait. remarqué ça? Tu disais, t'avais une belle phrase sur les rencontres sur les autoroutes. Il y a beaucoup de monde. Attends, qu'est-ce que tu nous avais dit? Tu vois cette phrase-là? Oui, ben, je disais, mais en fait, ça se retrouve effectivement là dans les grandes villes. Mais oui, je disais que sur les autoroutes, on croise beaucoup de gens. C'est-à-dire que là, dans toutes les voitures qu'on croise, ben, je sais pas, on va croiser des centaines, des milliers, Sur une journée, mais ouais. on ne les rencontre pas. Mhm. Mais c'est pareil dans les villes. Là, moi, par exemple, là, en venant au festival à Wavre, là, j'ai dû traverser, enfin, de passer un peu dans Paris, dans Bruxelles, enfin, et j'aimais bien ce décalage parce que c'est pour moi, enfin, je suis jamais dans les grandes villes en fait. Quand je suis enfin, avec mon vélo et ma caravane, je passe plutôt dans les petits villages, dans des coins très reculés. Et ça m'a frappé de me rendre compte en fait que là, dans la grande ville, en fait, tu croises, bah pareil, des centaines et des centaines de personnes. En fait, c'est incroyable, enfin, le nombre de gens qu'il y a. Mais en fait, tu ne fais que croiser des regards, croiser des gens, mais tu rencontres jamais personne en fait. Mm. Et en fait, c'est à l'opposé quand bah, je suis dans mon vélo canoë et ma caravane au milieu de nulle part, où dans la journée, je vais peut-être rencontrer 5-6 personnes. Mais, mais sur ces 5-6 personnes, il y a de grandes chances qu'il y en a une, deux, trois ou quatre, voire toutes qui vont s'arrêter et je vais vraiment les rencontrer, je ne vais pas simplement les croiser. Euh, et donc voilà, il y a un peu ce truc-là qui est assez... voilà, c'est ce côté où voilà, on se croiser et se rencontrer. C'est un peu deux choses différentes, mais faire que rencontrer des gens à un moment, c'est saoulant aussi. Enfin, donc le côté anonyme, enfin, puis le fait de croiser des gens, des fois, ça peut faire aussi du bien. Enfin, pour moi, il y a pas Ouais. de jugement à avoir, mais c'est un Mm. fait. C'est Ouais. effectivement une constatation qu'on peut faire. Et effectivement, dans les grandes villes, pour le coup, on croise beaucoup de gens, mais on les rencontre beaucoup plus difficilement. Ouais, exactement. J'aimais bien aussi sur le fait que tu disais que dans ton canoë, tu devais même essayer de limiter, tu n'acceptais pas tout ce qu'on te donnait parce que tu dis la charge mentale devenait une charge matérielle, que si je mettais trop dans cette caravane, mais forcément elle devenait vraiment difficile à tirer. Je crois qu'elle fait 160 Ouais. kilos pour le moment, c'est ça? Oui, à peu près. Après, bah après Oui, tu ça la pèses pas fluctue tout le temps. justement des objets que je vais accumuler ou pas, mais oui, grosso modo, c'est à peu près ça. Là, depuis que j'ai refait la coque, tout ça, je sais Ouais. pas combien de fois je suis, Mais mais l'intérêt, c'était de dire cette métaphore, quelque part, oui. de l'encombrement matériel. Pour toi, c'est plus du tout une métaphore, c'est un fait bien réel, c'est bien concret. Bah, voilà, c'est ça. J'ai matérialisé quelque chose d'immatériel, on va dire. C'est un petit peu ça l'idée. Hmm. Et quelque part, je peux gérer ça enfin, matériellement, quoi. Si je me libère de certains objets, ben, j'ai vraiment l'impression de me libérer dans la tête aussi, quoi. Ouais, tu t'allèges vraiment. C'est ce qu'on ce qu'on Voilà, dit toujours, je c'est ça. m'allège. Oui, toutes les métaphores fonctionnent, mais au premier degré. Voilà, c'est ça. Donc après, c'est assez amusant d'ailleurs, des fois, Ouais. de se balader là-dedans, enfin, se dire, tiens, j'ai tel objet, bon, bah, il m'apporte ça, mais en même temps, je le porte. Bon, bref. Bah non, mais ça veut dire, c'est vrai que ça tourne à la réflexion philosophique. Voilà, enfin, on peut le décliner en plein de, mais bon, bref. Et mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. On n'a pas encore parlé du fait que tu as une colocataire, en fait, dans tout ça, là, Ouais, qui pèse pas bien lourd, heureusement, mais tu peux nous ouais, parler de ouais. ta coloc? Bah, ma coloc, ouais, bah, elle est bien sympa. Elle a elle a pareil, son petit appart, mobile. Et puis, bah, voilà. Donc, c'est pareil. Alors, elle s'est invitée, dans l'aventure, enfin, ça faisait 1 an que j'étais parti, quoi. Et puis, voilà, c'est un paysan qui me l'a donné sur la route. Et Puis donc, je me suis dit, écoute, c'est une poule, hein? voilà, oui, On va c'est vrai, lever le pardon. suspect. Jolie petite poule rousse. Donc, elle t'a été donnée, comme ça, boum. Voilà, ouais. Pour que t'aies des œufs, pour que tu la manges, C'est ou ça, parce que ouais, ben non, tu pas l'as pour que je caressée la toute mange. la journée et tu Mais, dis, bah, tu la veux? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle est arrivée dans non, l'équation? non, c'était plutôt, là, enfin, j'étais dans un lieu où je suis resté assez longtemps, et puis on sympathisé avec un paysan,
Puis il y avait des poules aussi. Et puis, je sais plus trop comment. C'est parti un peu sur une. C'était un peu du second degré au début. Enfin, on déconnait un peu, quoi. Puis en fait, il m'a dit bah écoute, si tu veux une poule, tu peux partir avec une poule. Parce que tu vas en prendre deux, t'en prends deux. Bah voilà. Puis au final, je suis reparti avec une poule, quoi. Et, et puis voilà, en me disant bah si ça marche pas, si elle se fait pas au voyage, ben c'est pas grave, je la redonne sur la route. Et puis voilà. Puis en fait, voilà, je suis parti comme ça. Pendant 10-15 jours, elle a arrêté de pondre. Je me disais, oh là là, est-ce que ça va marcher ou pas? Et puis voilà, après 10-15 jours, elle s'est remise à pondre un œuf. Ah, donc elle pond. Et, Ok. Ah, c'est et puis ensuite, voilà. Puis là, ça fait quoi? Ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Et puis, Elle voyage. puis bah voilà. C'est de la compagnie. Ça donne encore une autre dimension. C'est-à-dire, ce que j'aimais bien là-dedans, c'était ce que je dis souvent, voilà, ce que je vis là, c'est pas un voyage, mais plus un mode de vie. Et donc, plus une façon d'habiter, j'ai vraiment ma maison, c'est une maison qui bouge. Donc, le fait d'avoir une poule, la poule, elle a besoin d'un jardin quelque part. Donc, ça fait que quand je m'arrête quelque part, ben, j'ai besoin presque tout le temps de trouver un jardin pour la poule, en fait. Puis la poule, ben, elle s'approprie un petit peu le lieu, le jardin, quoi. Puis ça me force aussi à m'arrêter assez régulièrement parce que elle a une toute petite cage et c'est pas agréable pour elle. Et donc souvent, si je roule longtemps, elle va me le rappeler. Elle va chanter un peu de plus en plus fort. Et puis, et puis du coup, ben, c'est là à dire, ben, et c'est ta maison, c'est pas, enfin, le but n'est pas de bouger. Ça me rappelle ça, en fait, ça ancre quelque part l'idée que c'est plus une façon d'habiter, plus un mode de vie. Donc ça me rappelle ça en permanence. Ça m'empêche de rouler, en fait, quelque part. Mais c'est très bien, en fait. Enfin, ouais, carrément. Mais c'est génial, cette idée que quelque part, cette poule et ces caquettements te rappellent des arrêts et que c'est pas une course, que c'est pas l'exploit, que quelque part qui te réancre un peu dans juste le fait de vivre l'instant présent, quoi. Ouais, tout à fait. C'est assez marrant. Et alors, ce dont on n'a pas encore parlé, c'est du nom de ta poule, qui pourrait être le nom du projet. Oui, tout à fait. Oui, ça va bien. En fait, ça représente bien ce que je fais ou que je ne fais pas d'ailleurs. Oui, bah elle s'appelle je sais pas. Elle s'appelle je sais pas, voilà. Parce qu'on te le demandait tout le temps et tu répondais tout le temps. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, fini par décider que c'était son nom. Voilà. C'est ça. Je suis pas allé chercher plus loin que ça. Mais c'était aussi au passage, voilà, une réponse que j'utilise quand même souvent quand on va te dire, bah, tu vas où? Je sais pas. Tu fais ça combien de temps? Je sais pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas définies. Et donc, ouais. voilà, ça pourrait être un peu le symbole de ce que je fais. Ou pas, que je ne fais pas aussi, surtout. Tu ne fais pas, oui. Parce oui, c'est ça. On se définit souvent par ce que l'on fait. Et ben, là, je ne me définis pas vraiment. Donc, je peux aussi. C'est important de faire. C'est important de ne pas faire aussi dans ce que je fais pas. Bref. Exactement. Ouais. J'ai des questions de mes petites filles, je les intéresse toujours à ce que je vois, à ce que je fais aux gens que j'interviewe. Et donc, elles ont des questions pour toi. Est-ce qu'il y a les voitures derrière toi qui klaxonnent? Parce qu'elle voyait justement dans la petite bande-annonce, tu montais assez doucement sur une petite route de montagne où il n'y avait pas moyen de dépasser, ça c'était très visible. Ouais. Oui, alors ça peut arriver, Alors c'est vrai que quand je suis sur une toute petite route, c'est pour moi un peu... Ça c'est vraiment des choses qui m'embêtent vraiment, quand ça gêne, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'éviter. Donc, j'essaie vraiment de prendre donc soit vraiment des petites routes où il n'y a personne, et puis, je dirais, il y a une tendance quand je suis vraiment sur des petites routes, les gens, souvent, qui vont être sur ces petites routes, ont plus le temps que quand on est sur des gros axes où les gens sont plus pressés. Mais oui, donc ça arrive que les gens klaxonnent, mais la plupart du temps, c'est plutôt bienveillant, c'est plutôt pour m'encourager ou pour... c'est beaucoup plus ça. C'est moins fréquent finalement que les gens vraiment soient nerveux. Ça arrive, hein, évidemment, mais c'est en proportion, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare aussi parce que je vais faire attention à rouler. Je dirais, quand je suis sur une route un peu dangereuse ou un peu tendue, je vais essayer de rouler aux heures creuses
de rouler les jours où il fait beau, ou les dimanches, plus que les moments où les gens vont au boulot. Donc voilà, en étant à l'écoute un petit peu de tout ça, ça me permet de vraiment minimiser ces problèmes-là. Mais c'est vrai que si j'y allais sans sentir ça, je vais à un moment où les gens vont au boulot et qu'ils sont un peu en retard et puis qu'il n'y a qu'une route pour y aller et que là, c'est sûr que ça passerait pas. Et alors la question d'Amandine. Est-ce que c'est facile de vivre comme ça? C'est pas facile. C'est une sacrée question. Ouais, c'est une vraie belle question. Non, c'est pas facile. Je fais une distinction entre la facilité et la simplicité. La facilité, je dirais, si on se laisse, comment dire, par rapport moi à mon vécu, si je suivais la facilité, par exemple, voilà, bon, j'ai fait une école d'ingénieur. En sortant de l'école d'ingénieur, il y a comme une sorte de pression sociale qui est là, qui te pousse quelque part à aller chercher une entreprise où tu dois être utile, on va souvent rechercher une reconnaissance. Il faut vivre, enfin, il faut bien vivre, il faut être autonome. Et tout ça fait que la plupart des gens vont chercher un boulot, quoi. Pour ces raisons-là que j'ai pu définir, avoir de quoi vivre, quoi, parce qu'on a peur de pas manger, de se retrouver à la rue. Mais il y a aussi beaucoup la reconnaissance et puis ce besoin de se sentir utile dans ce qu'on fait. Ça, pour moi, ça aurait été, pour le coup, la facilité d'aller bosser en tant qu'ingénieur dans une entreprise, faire de la production, de je ne sais quoi. Mais bien que ça me plaise, il y a plein de problématiques industrielles que je trouve très intéressantes et ça me plaît sur le plan concret. Et j'aimerais bien, pour le coup, je fuis pas ça. J'aime beaucoup tous les métiers qui sont liés à ça. Mais c'est plus la question du sens qui me tourmente aujourd'hui, en tout cas. C'est que j'ai l'impression, et là, dans ce temps que j'ai pris, cette pause que j'ai faite après l'école d'ingénieur, qui est donc, pour le coup, pas facile. C'est tout simple, en fait. Il y a juste besoin de rien faire, on va dire. C'est simple. Mais il faut supporter quelque part toute la pression sociale de mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu fais pour vivre et comment tu vas faire et ouais mais tu n'as pas l'impression que tu es un peu un parasite, tu n'as pas l'impression que enfin il y a tout ça qui fait que tiens ça va nous faire douter, ça va pour accéder à une forme de simplicité en fait c'est très difficile d'être finalement d'aller bosser comme je le disais là c'est une formule que tout le monde a adoré dans la salle quand tu disais attends que tu avais dit en conclusion, une petite conclusion de ça, c'était mieux vaut aller à la pêche à vélo qu'en Mercedes au boulot. Voilà, bon alors ça voilà. Mais parfois tu disais aussi, mais parfois j'aimerais bien aller bosser, ce serait plus facile. Mais exactement, c'est exactement ça. Mais donc c'est là où pour moi, ce que je fais n'est pas dans la facilité parce que quelque part, voilà, il y a pour moi un peu un tourment qui est de ça, ce fait d'aller travailler pour produire. Moi, j'ai l'impression que en fait, on a trop. Donc, si c'est produire alors qu'on a trop, du surplus, ça ne fait pas sens en fait. Ouais, donc, c'est là où pour moi il y a un peu un truc où c'est terrible parce que j'aime construire, j'aime fabriquer, mais c'est la question du sens qui me rattrape en fait. Et finalement, l'aventure que je vis là où le vélo canoë c'est une production, c'est une prouesse technique à mon échelle, parce que voilà. Mais à mon échelle, c'est une prouesse technique par rapport à qui j'étais, quand j'étais étudiant, le fait de le mener comme je l'ai fait, c'est ça. Mais en fait, il y a ce questionnement qui vient après ça, le fait d'avoir réalisé ça, je me rends compte que en fait, dans la prouesse technique et dans l'accomplissement matériel, le fait de, je sais pas, je dirais là j'ai fait un vélo canoë par exemple, la société. Si je suivais quelque part si j'allais à la facilité, il y aurait cette idée de tu as fait un vélo canoë, tiens, il y a une idée qui peut être intéressante, peut-être que ça peut intéresser d'autres gens. Tu peux breveter, tu essaies de rentabiliser. Voilà, il y a cette idée de tu peux breveter, et qui dit breveter, c'est quoi? C'est créer un business pour en vendre, et la réussite logique, on va dire, serait d'en construire un deuxième, puis le vendre, puis un troisième, puis un dixième, puis un centième, puis un millième, puis si j'en vends 1 million, puis si j'en fais 1 milliard et que je m'enrichis, c'est ça la réussite. Ce serait alors, bien sûr, ça ne fonctionnera pas pour plein de raisons matérielles, mais quand bien même ça marcherait, c'est ça pour moi, j'appellerais ça la facilité, au sens où je n'ai pas changé, je reste dans un modèle qui
où tout fonctionne comme ça, en fait. C'est ce qu'on va souhaiter à, tiens, quelqu'un qui a une idée, bah, tiens, développe-la et tu pourrais te faire de l'argent. Mais comme là, dans l'aventure que je vis là, des fois, on va me dire, ah, mais attends, et tu pourrais écrire un livre, tu pourrais faire une vidéo, tu pourrais publier des Vendre tes chansons, quoi. chansons, Et devenir puis, influenceur. et puis tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Et puis ben oui, mais pour moi, c'est ce même modèle. C'est facile, en fait. Il y a quelque chose de facile dans la direction, en fait. Enfin, dans l'expérience que je vis là, c'est là où je dis, ce n'est pas facile parce que je cherche, là, je me rends compte que je vais vers quelque chose de plus simple, c'est-à-dire dans mon quotidien, j'entends, mais je sors ah, je me perds un petit peu. Non, je comprends, je Là, t'essaie d'exprimer, c'est que la facilité, c'est pas nécessairement que c'est facile tous les jours, ce que tu fais non plus, que parfois c'est bien plus facile de suivre le chemin, surtout qu'on a ce vécu humain qui fait qu'on devait être accepté dans un groupe, rester dans un groupe, et donc c'est beaucoup oui, plus oui. facile de faire Ben, comme disons tout que le monde, d'accepter ouais, le schéma établi. de Or, toi, tu suivre, en passes, fait. ouais, toi, tu passes Bien. beaucoup de temps, ouais, Il y a c'est cette ça. idée de suivre, en fait. La route est déjà, la route est déjà tracée Ouais. pour cette facilité et c'est difficile pour le coup d'y échapper. Enfin, on y est pris dedans C'est hyper dur. sans même s'en rendre compte. Et en Mhm. fait, c'est quelque chose, donc ça file très vite. Mhm. Mais en fait, donc c'est ça la facilité, mais qui est très complexe en réalité. Parce que cette facilité de, voilà, si je devais avoir un boulot, un loyer, enfin, une voiture, ben souvent il faut un téléphone, un smartphone, un accès à Internet et tout ça. Enfin, je dirais, on dépend de plus en plus de ça. Et un smartphone en soi, ben, c'est par exemple, enfin, je prends cet exemple-là, il y en a plein d'autres, mais c'est quelque chose qui est facile d'usage. Tout est bien pensé pour que ce soit le plus facile. Mais on dépend, cette facilité, elle dépend d'une complexité énorme en fait. Parce que Mhm. tout ce qu'il y a, toute la technologie qui est présente pour ça, elle est d'une telle complexité qu'on ne peut pas, on n'y a pas l'accès, on n'en est pas libre, on en est complètement dépendant. Dépendant. Et en fait, c'est facile, mais c'est très compliqué en fait. Et la société, le mouvement nous amène à la facilité au sens où, mais comme pareil, une voiture, il y a juste à appuyer sur la pédale, enfin, sur l'accélérateur et ça avance. Donc, il y a quelque chose de facile pour moi là-dedans où on ne fait pas d'efforts, on se laisse quelque part porter. Donc d'échapper à ça et d'aller vers plus de simplicité. C'est-à-dire que là, moi, dans ce que je fais, voilà, là où je fais la distinction entre facilité et simplicité, c'est que moi, dans ce que je fais, j'ai la maîtrise sur le matériel. Parce que j'ai tout construit par moi-même. Donc s'il y a quelque chose qui casse, qui ne va plus, je ne suis pas dépendant. Enfin, je peux le réparer, je peux le refaire. Ma voiture, mon smartphone, si ça casse, eh ben, je suis perdu en fait. Je peux pas. Donc, bien sûr, ça me facilite la vie, mais en fait, c'est un peu, je dirais, c'est un peu une épée de Damoclès. Le jour où, quand tout marche, ben, ça marche très bien, c'est très efficace, c'est très fluide et tout. Mais le moindre petit pépin, tout s'effondre quelque part. Et donc, Mhm. c'est facile, mais au détriment on est dépendant d'une complexité. C'est facile, mais très complexe. Que moi, ce que je vis, c'est pour le coup, c'est plus dur, c'est plus difficile à vivre, mais c'est très simple. Ouais, tu essaies de ne pas être dépendant d'électricité, tu essaies de ne pas être Ben, dépendant j'ai un de peu bonbonnes de d'électricité, j'ai un petit gaz. panneau solaire, voilà, Oui, c'est ça. Mhm. mais en même temps, ben, si je l'ai plus, c'est Pas pas tout le tant temps. grave puisque j'ai Ouais. fonctionné sans. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a toujours vécu avec son téléphone, sa voiture, tout son confort, enfin, ben, le jour où il l'a plus, on se retrouve perdu. Oui, mais Alors, tu as fait aussi ce saut-là, puisque je suppose pas, ouais, tu vivais chez tes parents, donc tu ne vivais pas ouais. en yourte depuis ta jeunesse, donc tu as fait Oui, quand même un pas de géant, et tu te disais, oui, extérieurement, l'hiver, ça reste très dur. Et ensuite, il y a aussi le fait que tu te refuses les distractions. Tu veux vraiment essayer de détricoter tout ce qu'il y a en toi. Tu disais que tu essaies pas de radio, pas de livre, pas de télévision, même pas de livre, quoi, à l'époque où on ouais. tournait le documentaire. En tout cas, tu Ouais, préfères ouais. dessiner ou apprendre à... il y a le téléphone qui est en train de glisser de plus en plus. Et donc, tu es vraiment dans l'exploration du tiens, quand on n'a pas toutes les distractions du quotidien que l'homme s'est inventé, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que tu as Ouais, découvert là-dedans, dans cet ennui profond, finalement, dans lequel tu ouais, te ouais. laisses parfois entraîner? Mhm. Est-ce qu'il y a vraiment des moments, finalement, de grand ennui? Oui, mais bien sûr, oui, il y a des moments de grand ennui, mais en même temps de belles surprises parce qu'en fait, je te retrouve, ben, oui, donc face à toi-même et puis je suis souvent seul avec mon imagination et en fait,
un peu la découverte, c'est que des fois, tu as l'impression voilà, de sombrer de plus en plus dans un ennui. Puis en fait, des fois, tu vas tomber sur des choses, sur des idées tu découvres là ton imaginaire et tu le cultives. Et en le cultivant, il y a plein de choses qui poussent en fait là-dedans. Et c'est bien qu'aujourd'hui, je m'ennuie plus, ou je m'ennuie tout le temps, mais en fait, c'est plus de l'ennui puisque C'est fertile. j'ai cultivé mon imaginaire, donc j'ai plus peur quelque part, voire même j'ai plaisir à me retrouver dans ces phases d'ennui. J'en ai même besoin en fait, et c'est très riche. Bien sûr, vu de l'extérieur, il y a rien. De l'extérieur, c'est pauvre, mais intérieurement, c'est très riche et j'ai l'impression de ne pas en voir les limites en fait. Et donc il y a quelque chose de très qui apporte beaucoup de pas comment dire de sérénité, enfin ou d'indépendance en fait. Et je me rends compte que voilà, il y a une richesse intérieure que je continue à découvrir en fait. Et qu'est-ce que tu explores comme ça, si ce n'est pas indiscret, évidemment? C'est plutôt des idées C'est techniques, très il y a de la poésie aussi, puisque tu chantes des choses il qui y a- sont, Voilà, il y a de très la poésie. jolies. Effectivement, on peut en voir, ce qu'on peut en voir concrètement, c'est la réalisation de la caravane, enfin tous les petits objets, tous les petits trucs comme ça. Après, il y a des fois des choses que je vais dessiner. Peut-être que je les réaliserai, peut-être pas. Après, il y a les chansons. Les chansons, c'est purement quelque chose qui sort de l'intérieur en fait. Je dis voilà, c'est ça. Après, plein de pensées là. Tout ce que je raconte là, même aujourd'hui, c'est des choses que j'ai cultivées, que j'ai découvertes dans des moments d'intériorité, on va dire. Puis là, hop, il sort ce qui sort aujourd'hui, mais c'est suivant les questions, suivant les idées qui me viennent. Et puis, tu me poserais ces questions dans une semaine ou dans un mois, ou tu me les aurais posées il y a un an ou il y a 2 ans, j'aurais répondu différemment parce que suivant le chemin, suivant où en est ma réflexion, ça évolue en permanence. En tout cas, je veux te dire, c'est un grand privilège de parler avec toi, parce que c'est vrai que c'est pas grand monde qui va aussi loin dans une démarche comme celle-là. C'est pas quelque chose qui était rigoureusement pensé, c'est très spontané, c'est quelque chose qui vient et qui dit, tiens, oui, si je suis dans ce trip-là, de lenteur, oui, il faut pas que j'aille commencer à m'encombrer de tout ça, et puis tiens, oui, non, je vais pas prendre des distractions, puisque justement, je suis là pour explorer ce qui se passe quand on n'en a pas. Et donc, voilà, c'est ce que j'aime, c'est cette fraîcheur de la démarche, donc il y a pas de lourdeur, c'est très spontané, mais c'est très profond, c'est génial, quoi, comme expérimentation. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment comme si tu expérimentais tous les jours. Tiens, et qu'est-ce Oui, qui se passe si... c'est beaucoup. Voilà. Et puis, c'est pas parce que là, je vis comme ça, de façon totalement, enfin, où je me détache de beaucoup de choses, où j'ai pas de distraction, que demain, je peux vivre l'opposé. Tu En ne fait, il y a pas de, t'imposes pas, oui, c'est ça, je tu ne ne te m'impose l'imposes pas. pas. En fait, Tu c'est explores. ça. Voilà, Mm. j'explore et puis je peux changer si j'ai envie de changer. Enfin, j'ai de compte à rendre à personne. J'ai pas d'image à tenir. J'ai pas de, et voilà. Donc, Et voilà, ça, j'aime beaucoup aussi. Oui, ouais, bon, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain, je promets rien. Mm. Et jusqu'à présent, quel est peut-être le truc que tu as découvert comme ça dans cette exploration qui a le plus changé ta manière de vivre ou ta manière de voir la vie? Est-ce que tu veux en faire? Tu as une réflexion à partager? Un truc qui a je sais vraiment pas. switché, non? Après, c'est un petit peu, je dirais, c'est peut-être des choses que j'ai un petit peu déjà dit. Enfin, euh, bah, j- oui, je pense qu'il y a ce rapport au temps. Enfin, que ça, je m'en suis rendu compte très rapidement. En fait, dès que je suis parti, je me rendais compte que voilà, le fait de rien planifier, ça, c'est quelque chose enfin, qui est logique dans ce que je fais, au sens où dès lors que je voulais si je venais à planifier quelque chose, c'est-à-dire fixer une date et un lieu, sachant que mon vélo et ma caravane c'est très bancal, ça peut casser à tout moment, donc enfin voilà, ça peut s'arrêter de rouler à tout moment, s'il y a un vent de face, je peux plus rouler, si à l'époque, voilà, c'était pas étanche, donc s'il pleuvait, j'allais pas rouler, enfin, donc en fait, ça n'avait pas de sens de dire, tiens, oui, je serai là à telle heure, à tel moment. Donc en fait, ça en a sorti presque une règle pour moi de se dire, bon, en fait, je planifie pas. Et donc si je rencontre des gens sur la route qui me disent, oh, écoute, viens, essaye de venir ce soir, j'habite à 10 km, pour moi, je peux pas dire où. Si je m'engage là-dessus, c'est trop risqué quelque part. Donc en fait, j'en suis arrivé à me dire, je planifie rien. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un me dit, écoute, viens ce soir, je dis, peut-être que je viens ce soir, mais peut-être que j'arrive demain, peut-être que j'arrive après-demain, peut-être que j'arrive la semaine prochaine, peut-être que j'arrive jamais. Proposer ça comme ça, en fait, plutôt dire, voilà, si ça doit se faire, ça se fera, si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais par contre, en fonctionnant comme ça, c'est dire, si moi je viens la semaine prochaine, si tu n'es pas disponible, il n'y a pas de souci. C'est pas, moi, j'ai mon autonomie aussi.
Et en fait, en revenant à ça, tout simplement, ce truc tout simple de dire je planifie rien, fait que je ne peux jamais être en retard. Le retard disparaît. Et ça, pour moi, c'est vraiment une découverte assez fondamentale et qui, en fait, élimine une quantité de problèmes que j'avais avant ou dans un quotidien plus classique, en fait. Ça veut dire que tout découle de ça. Et même les questions écologiques, j'ai envie de dire. Tout ça, lié à un rythme, en fait. Donc, le fait de rien planifier, je ne peux pas être en retard. Je ne peux pas non plus me tromper de route puisque je ne sais pas où je vais. C'est pas possible. Après, de tout ça va en découler la vitesse. La vitesse n'a plus de sens. Si je ne sais pas où je vais, que j'ai pas de lieu où atterrir, que il n'y a pas de date, à quoi bon aller vite? Donc, souvent, des gens qui vont me dire, mais pourquoi tu mettrais pas, t'as pas pensé à mettre un petit panneau solaire et un moteur électrique? C'est quand même un truc assez classique. Ben, je ne peux pas dire de ne pas y avoir pensé, mais c'est que ça n'a pas de sens parce que à quoi bon aller plus vite? Je ne sais pas où je vais. Et en fait, je vais à un rythme qui m'est dicté, je ne sais pas trop par quoi, mais dans ce rythme-là, je vois d'autres choses. J'ai le temps de rencontrer les gens, j'ai le temps de rencontrer la nature, j'ai le temps en fait. Le temps, c'est juste ça. Trouver des champignons sur la route parce que tu as le temps de les voir. Et voilà, c'est ça. J'ai le temps de les voir pousser même. Mais c'est vraiment ce rapport au temps. C'est ça. Je pense que c'est ça Le rapport au temps. La plus grande et à la fois la plus petite découverte que je fais. Ouais, j'aimais bien. Tu disais, c'est souvent plus facile, à nouveau de facilité, de courir et de se fuir soi-même. Donc, prendre le temps et laisser du temps au temps, c'est un inconfort, mais qui apporte une certaine sérénité, oui, une certaine joie finalement. De quoi le fait de toute autre chose. Même une des choses que je constate, c'est que souvent la meilleure chose dans ce que je vis aujourd'hui, c'est le temps, et la pire des choses, c'est le temps. Parce qu'en fait, le fait d'avoir tout son temps, quand il fait beau, que c'est sympa, que tout va bien, on a l'impression de pouvoir profiter de façon infinie, quoi. Mais par contre, quand le temps est plus dur, qu'il y a un peu des doutes qui vont venir là, de la peur, de l'angoisse, le temps, il est hyper dur, en fait. Et donc, c'est à la fois la pire, pour moi, c'est un peu à la fois la pire et la meilleure des choses d'avoir ce temps, en fait. Dans ces moments difficiles, c'est là où, je dis, on aimerait bien pas avoir à se poser de questions, en fait. Allumer la télé. Exactement. Et passer à autre, se fuir dans ces moments-là. Et on a envie de vivre les beaux moments, mais pour moi, alors c'est peut-être complètement faux, hein, je sais pas, mais c'est vrai que je suis peut-être un peu prisonnier de cette façon de voir les choses, mais de se dire que pour vivre les choses avec intensité, pour vivre des moments forts, j'ai l'impression qu'il faut vivre des moments un petit peu plus difficiles. Je sais pas, c'est peut-être complètement faux, mais j'ai l'impression que ça crée, je dirais comme dans un paysage, une montagne par exemple, parce qu'on va souvent retenir le sommet, mais pour qu'il y ait un sommet, il faut qu'il y ait des vallées entre. Si tu as la plus belle journée de ta vie tous les jours, c'est plus la plus belle journée de ta vie. Exactement. Si je reprends le côté ces sommets, si on met tous des sommets côte à côte, sur une plaine. Ça refait une plaine. C'est ça. Ça peut être beau, c'est beau une plaine aussi. Enfin, il y a pas de. Et la plaine. Pas de jugement à nouveau. C'est ça. Mais il y a un peu cette idée de passer un petit peu par ces phases. Alors, c'est pas forcément. En fait, même là, j'en suis à me dire, c'est pas forcément désagréable en fait. Le fait de passer par des phases plus sombres, plus vides, plus d'ennui. En fait, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi. Et il y a des beaux moments de bonheur, même dans des phases plus vides, plus de tristesse, où le temps peut être plus fade ou moins lumineux. Et ça peut être aussi, en fait, il peut y avoir des phases de bonheur là-dedans. C'est ce que je découvre aussi dans cette expérience. Et tu les avais dès le début ou c'est vraiment à force de travailler là-dessus que tu te dis maintenant, tiens, même ces phases-là, maintenant, ça passe, quoi. Et ça peut... Ouais, Je crois que c'est grâce à ton travail aussi que tu en arrives là, à mon avis. Le premier mon travail, peut-être pas aussi serein. Donc c'est un travail sur toi que tu fais. Un travail qui n'est pas je vais travailler sur moi aujourd'hui. C'est ça, ça se fait tout simplement, très naturellement. Oui, ou c'est de voir des fois, c'est après coup. On s'en rend pas compte sur le coup, mais ça me fait penser, là, j'ai comme ça une anecdote en tête, un moment où ça m'avait fait un peu un déclic sur un truc qui ressemblait un peu à ça, c'est qu'une fois, j'avais vraiment plus grand chose à manger, c'était un moment, une phase un peu plus vide, quoi, et puis j'étais pas loin, il y avait une maison pas très loin, puis cuisiner, ça donnait envie, il y avait une odeur, ça, puis j'étais là à me dire,
j'ai faim, voilà, j'aimerais bien pouvoir manger. Enfin, et là, dans ce moment-là, je me disais, ok, bon, bah, c'est difficile, c'est pas agréable, mais je me disais, ouais, mais où est ma chance? Tiens, pourquoi ce que je traverse là, c'est super. Tiens, il doit y avoir quelque chose à aller chercher, mais j'arrive pas. Là, si je suis sincère sur le moment, ben oui, j'aimerais quand même mieux être dans la maison là, à côté et puis être au chaud et manger. Mais non, là, il y a quelque chose à aller chercher. Je suis bien dans ce que je fais là maintenant, et même si j'ai quelque part cette frustration, ce manque quelque part. Et j'ai pas trouvé tout de suite, mais plusieurs mois après, j'arrive chez des gens et puis voilà, je rigole un petit peu. Puis là, ils me proposent de garder la maison. Ils partaient 5-6 jours en vacances et ils me disent t'es libre, tu fais ce que tu veux. On t'a fait des courses pour la semaine. Nous, on va partir. Nous, si tu veux rester, garder la maison, nous, ça nous arrange, ça nous va très bien. On serait ravis de te voir aussi en rentrant. Enfin, ils m'ont cuisiné plein de trucs. Enfin, j'avais pour un coup là où je suis toujours un peu sur le fil du rasoir à pas avoir grand-chose. Là, tiens, tout d'un coup, je sais que pendant une semaine, je vais avoir largement de quoi manger. Enfin, donc le truc qui est finalement génial. Et en fait, à ce moment-là, je suis tombé un petit peu malade. Et en fait, j'avais pas faim du tout. Sauf que j'avais plein de trucs à manger. Et là, je me suis souvenu de ce moment où j'étais dans le manque, mais qu'en fait, pour le coup, j'avais très faim. Et je me suis dit, mais en fait, la pire des choses, la pire des choses, pas la pire des choses, mais là, le fait de manquer et d'avoir faim, mais c'est une chance. C'est une chance parce que je suis pas malade, je suis en pleine forme et je me sens vivre en fait. Et là, dans ce moment où j'avais tout, mais il y avait qu'une chose que je n'avais pas, c'était l'appétit. Et je me dis, en fait, quelle chance j'ai. Et dans cette expérience de façon générale, c'est un petit peu ça, c'est que je me sens vivre. J'ai de l'appétit dans plein de domaines différents en fait, une curiosité sur plein de choses différentes. Ça peut être l'aspect matériel, mécanique du côté ingénierie, mais en fait, ça m'ouvre sur plein d'autres plans d'écriture, littérature, philosophie, spiritualité, j'en sais rien, c'est un petit peu ça, c'est des fois, en fait, de passer par le manque, vivre le manque, c'est une chance. Et en fait, aujourd'hui, voilà, c'est ce qui m'amène à me dire qu'il y a des phases plus vides, des phases d'ennui, des phases de ce que même certains pourraient appeler la dépression. Une dépression, je ne le vois pas comme quelque chose de néfaste. Une dépression au sens physique du terme, c'est une détente. Il y a plein de moteurs. Le moteur à explosion qui fait tourner la société, les sociétés aujourd'hui, on retient l'explosion parce que c'est ce qui est impressionnant, c'est ce qui est un peu incroyable, c'est ce qui est lumineux, c'est ce qui est bruyant, c'est ce qui est... Mais en fait, on oublie que dans le cycle du moteur, il y a beaucoup de détente. Et on n'appelle pas ça un moteur à détente, on appelle ça un moteur à explosion. On retient toujours le plus et pas le moins. Mais en fait, le moins crée le plus. Et donc, dans l'expérience que je vis là, il y a cette idée de vivre les creux, de vivre le vide, l'intervalle. Comme en musique, ça se revoit en musique. En musique, on dit de la musique, le son. Mais ce qu'on oublie, c'est pas, on ne l'oublie pas. C'est tout aussi important. Ouais. Voilà, le non-son crée le son aussi. La beauté, la richesse. Et c'est vrai dans plein de choses. Là, moi, le fait d'avoir fait le documentaire avec Mathieu, je me rends compte que faire un documentaire, un film, il y a une idée de rythme. Le montage doit respecter des temps de pause, des moments un peu vides, puis des moments forts. Mais si c'est que du fort, ça nous, C'est trop. c'est violent. Ça gave. Ça gave et ça devient plat. Mais comme quand je vais chez des gens qui a la télé qui est allumée, puis que je vois les informations, j'ai l'impression c'est que des pics. Enfin, on nous balance plein de choses. J'ai l'impression que ça manque de manque. Il y a ce truc de voilà le manque, le moins, le rien, la dépression, le vide, et aussi le contenu, la matière, le plus, le sommet, le son, tout se rejoint quoi. Donc en fait, oui, passer par ces phases un petit peu plus calmes, mais c'est pas forcément un mal, bien à l'inverse, et des fois trouver des moments de bonheur, de plaisir là-dedans. C'est, je pense, quelque chose que je découvre aussi dans cette expérience. C'est très fort. Ouais. C'est très fort ce que tu dis là, ouais. C'est plein d'espoir pour ceux qui sont dans un creux. C'est super. On se dirait, ça peut être fertile. Exactement. C'est une chance. C'est le moment je pense que c'est un moment propice à planter des graines, à faire germer des idées, et on peut faire aussi le rapport avec l'ombre et la lumière. Quand dans les plus, je dirais, c'est le moment plus lumineux, le sommet. On est au sommet, on est sous les projecteurs, par exemple. Quand on est sous les projecteurs, on est aussi souvent ébloui par la lumière. Quand on est dans l'ombre, quand on est plus dans la salle derrière, quand on est plus spectateur, qu'on n'existe pas non plus, on est dans l'ombre. Et bien par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a beaucoup plus de vues, on voit beaucoup mieux. Donc
Waouh, j'adore cette tout- métaphore. Ouais. tous ces rapports-là sont, enfin, c'est pour moi un peu toujours la même idée qui ressurgit, mais voilà, l'obscurité, le manque, le moins, tout ça, ça a son importance. Et en fait, si on voit la chance si on voit sa chance, en fait, c'est plus ça, en fait, c'est trouver sa chance, c'est ça qui est important. J'ai retenu de ton film une phrase d'une chanson que j'aimais bien. C'était beaucoup de bonheur, parfois de la peur, quand on ne fait pas semblant d'être vivant. Pour toi, on fait souvent semblant d'être vivant? Ouais, belle question. Ouais, peut-être. Bon, après, voilà, hein, là, la Pour y chanson, ça, passer. c'est pas comment dire, hein, ça vient comme ça vient pour moi. Mais du coup, en tout cas, pour ma part, oui, je pense qu'avant, je faisais un peu. J'ai l'impression que je faisais semblant. Enfin, j'étais pas vraiment moi. Puis en même temps, si. Enfin, il y a des fois, T'étais dans la on met facilité, peut-être, pour y revenir? peut-être dans la facilité, mais en fait, le fait d'être dans la facilité, c'est aussi c'est un indicateur sur sur qui l'on est en fait. C'est pas un mal en soi, c'est pas un problème en soi, mais il y en a qui vont réaliser ce qu'ils ont au fond d'eux et c'est un trait de caractère. Il y en a qui ne le font pas et c'est un trait de caractère, le fait de ne pas exprimer ce qu'on a en soi. Et est-ce grave? Non. Enfin, Mhm. et je pense qu'il y en a qui peuvent aussi, et je pense qu'on peut aussi être heureux sans exprimer qui l'on est. Mhm. Je pense que je sais pas, c'est une question que je me pose. Ouais. Le fait de suivre est un trait de caractère en soi. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un problème, ce n'est pas. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent très bien le vivre et moi peut-être que là je vis un truc un petit peu hors des sentiers battus, hors du groupe, je sais pas. Enfin, mais c'est pas un reproche. Enfin, je suis pas dans le reproche, je suis pas dans le. Tu n'es pas Voilà, le punk rebelle. je me fais une petite excursion voilà, j'explore. Et puis peut-être qu'un jour, je reviendrai sur quelque chose de peut-être plus conventionnel Et c'est bien et je aussi. pourrais être très heureux là-dedans. Et il y a des gens, c'est ça qui est aussi intéressant. Enfin, je rencontre beaucoup de gens en fait, mais je vois des gens qui sont dans des vies très conventionnelles et pour qui ça leur convient très bien. Et en fait, je trouve ça super. De la même façon, je vois aussi des gens qui vont essayer de sortir justement du cadre, enfin de s'extirper de tout ça et qui ne sont pas forcément heureux. Donc je pense qu'on peut pas se connaître du tout et puis être heureux aussi. Enfin, je sais Ouais. pas comment dire. Mhm. Pour moi, c'est pas une Pas de dogme. Ouais. pas de dogme. Et j'ai des fois l'impression que quand je commence à me dire, tiens, j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça, ou que tiens, oui, il faut se connaître soi pour ci, enfin, ben, en fait, la vie va m'apporter un contre-exemple. Voilà, j'ai rien à. Pas de message à faire passer, ben, j'ai pas de recette. Mais c'est Il y a déjà pour un moi beau message, justement, de dire peut-être qu'il faut pas chercher la formule, la clé magique qui ouvre toutes les portes. Parce que il y a plein de portes, il y a plein de serrures et donc il faut plein de clés. c'est ça, ouais. L'objet qui t'est indispensable dans ton aventure, l'objet qui t'est le plus utile. Qui m'est le plus utile. Le truc, si tu devais conseiller à quelqu'un, si tu pars dans ce genre d'aventure, un truc dont tu vas avoir besoin tous Oh là les là. jours. Ben, il y a, je me rends compte il y a un objet qui m'est pas mal utile. Je crois que c'est la guitare. C'est le premier objet qu'on m'a donné. Mhm. C'est un très bon compagnon de route en fait. Et je joue pas bien. Enfin, en guitare, j'ai pas forcément appris grand chose. Je fais souvent un peu les mêmes choses, mais c'est vrai que ça permet des fois d'apaiser. Enfin, je sais pas, c'est un truc, elle est juste à côté. Puis en fait, voilà, ça peut paraître quelque chose de pas du tout indispensable. Enfin, je veux dire, on pourrait penser à un sac de couchage. Donc voilà, le sac de couchage, oui, c'est sûr que ça semble, oui, hyper important et en même temps, ce qui est drôle, c'est que voilà, je suis pas du tout dans la performance. Enfin, je sais pas comment dire, j'ai pas évolué en niveau, je sais pas comment dire, mais c'est plus ouais, c'est vraiment de la bonne compagnie, quoi. Vraiment, Excellent. ça en devient quelque chose d'assez utile. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est pas à manger, c'est pas les besoins primaires, et en même temps, ça va me rattraper dans les moments difficiles, justement. Ça me permet aussi d'explorer, Ouais. de moins avoir peur. Ça me permet d'aller explorer ces phases d'ennui, ces phases de difficulté. C'est comme si, voilà, c'est mon vaisseau, c'est ma coquille pour aller explorer un espace immatériel, on va dire. Mhm. Comme, voilà, on va prendre il faut une fusée pour aller sur la Lune, il faut un sous-marin pour aller je ne sais où, il faut une voiture pour aller je ne sais quoi. Enfin, la guitare, c'est ce même objet, c'est ce même outil, mais pour aller dans quelque chose d'intérieur, en fait. Mhm. Excellent. Ouais. Et c'est un outil pour ça qui est important, enfin voilà, qui a son importance. Mais il y en a plein, hein. Ça peut être le dessin, l'écriture, mais c'est pas forcément des choses dont j'ai pas évolué
en technique, mais ça permet d'aller chercher des choses. Quel est le fait, l'erreur, l'échec qui t'a le plus appris? Et après, on parlera du succès. En fait, je dirais que suivant comment on se positionne, il n'y a pas d'échec. Justement, c'est bien ça, oui. C'est pour ça que je dis un échec. En général, on apprend. Ou alors, si on apprend vraiment rien, là, c'est vraiment un échec. Mais Alors, en fait, je me souviens, je sais pas, c'est une phrase, je sais plus, mais j'ai dû retenir, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas qui a écrit ça, je ne sais pas qui a. C'est dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. ouais, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi. Je ne veux pas dire non Je plus qui sais pas, c'est, mais, mais j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est une chose que quand j'étais à l'école d'ingénieur, quand je fabriquais mon vélo canoë, j'avais pas beaucoup de temps parce que voilà, je faisais ça sur mon temps de libre. Et à un moment, je voulais reprendre, enfin, je voulais essayer de faire passer ça dans un projet d'atelier, enfin, pour essayer d'avoir des heures, quoi. Et j'étais allé voir le prof et le prof m'avait dit, ah, mais le problème, c'est que, ouais, c'est un peu trop farfelu, son truc, et on ne sait pas comment l'évaluer. Et en fait, là, pour moi, ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que à l'école, on me fait faire des choses, on les conditionne pour qu'elles soient évaluables, comparables. Et là, en fait, j'ai dans la création de cet objet, je sors de ça. Il n'y a pas de comparaison, on peut pas l'évaluer. Donc, ça veut dire que il n'y a pas d'échec. Je peux pas me tromper. Si même mon vélo canoë c'est cool, pour moi, ce n'est pas un échec. Donc, en fait, l'échec, on le crée nous-mêmes. Dans un certain cadre, on va définir un cadre, on va mettre des règles qui vont générer l'échec. En fait, on peut en sortir de ça. Donc, l'échec, c'est une vue de l'esprit pour moi. Excellent. Donc, face à n'importe quelle situation, libre à moi d'être en échec ou pas, suivant comment je me positionne. Ça, c'est la meilleure réponse que j'ai jamais eue, je crois. La meilleure, t'as déjà comparé pour le coup. Mais... Ah, je suis désolée. Non, mais c'est une... Non, il n'y a aucun souci, c'est juste ça. Il me taquine, il me chambre. C'est bien. Il n'y a aucun souci, je suis preneuse. Le succès dont tu es le plus fier, et ça aussi, ça demande j'adore les réponses de ça parce que ça demande tellement, ça en dit tellement long sur les personnes, ce qu'ils considèrent comme étant un succès. Je vais utiliser mon joker ou ma réponse classique, c'est que je ne sais pas. Bien sûr, on va pouvoir dire, ça va être d'être reconnu. Il y a le succès le succès pour l'autre, on va dire. Le succès de façon, ce que j'entends par succès, mais ce qui n'est pas pour moi le succès, ça va être, on va dire, la reconnaissance, la gloire, l'argent. Et pour moi, ça c'est lié quand même beaucoup, peut-être lié un peu au regard de l'autre, je sais pas, Ça, c'est une dépendance. Ça, c'est des choses que tu n'aimes pas, la dépendance. Si le succès, c'est dépendre du regard de l'autre. Exactement. Mais en fait, il y a ce truc de, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est justement pour une reconnaissance ou sinon, pourquoi je le fais? Dans cette expérience que je fais là, il y avait un petit peu, quand j'étais à l'école d'ingénieur, par exemple, je me suis rendu compte que ce qui fait que je vais à l'école d'ingénieur, ce qui fait que je prends cette voie-là, bon, certes, j'aime beaucoup bricoler, concevoir, fabriquer, j'aime la physique, voilà. Mais je me rends compte que le réel moteur, en fait, c'est plus, pour le coup, la reconnaissance, plus le succès. Quand j'étais à l'école, oui, vous êtes à l'école, vous avez la chance, vous pouvez apprendre plein de trucs. En fait, en réalité, pour moi, si je suis honnête, mon moteur, quand j'étais à l'école, c'était clairement la reconnaissance. Donc, c'était d'avoir une bonne note. Donc ça, pour moi, c'est déjà là, on va rechercher le succès qui, quand tu es à l'école, c'est des notes. Quand tu es après, c'est le salaire, le poste, c'est-à-dire que tu vas être responsable de tel truc, directeur de je ne sais quoi, professeur, titre ronflant, quoi. Un titre ronflant, voilà. Donc ça, c'est une reconnaissance, c'est un succès quelque part. Quand on va te poser la question, tu fais quoi dans la vie? Je suis docteur en je ne sais quoi, je suis directeur de machin, ça place, tu vois. Mais ça, en fait, quelque part, et l'expérience que je fais là, quelque part, il y a un peu ce truc de, ok, si j'enlève tout ça, si j'enlève ces titres, si j'enlève cette reconnaissance, ce succès, si je cherche pas ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, en cherchant assez profondément en moi, à me dire, tiens, dans la vie, qu'est-ce qui m'a épanoui? Qu'est-ce que j'ai fait? Peu importe ce que les gens pensent. Et en fait, voilà, j'aimais beaucoup être dans la nature, j'aimais beaucoup, effectivement, aller à la pêche. Ouais, j'aimais beaucoup découvrir des trucs un peu, bricoler, faire des bricolages, des expériences, tout ça, et puis découvrir plein de choses, en fait. Et en fait, quelque part, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait si je vais dans cette voie-là, en fait? Et entre la fin de mon école d'ingénieur et puis là, mon départ, ce qui était très difficile, en fait, c'était d'avancer sans lumière, sans reconnaissance. Quand t'es à l'école, on va te dire, on va te mettre une note, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, en fait. On te dit où tu en es, tu as un repère, en fait. T'as une mauvaise note, faut travailler plus, t'as une bonne note, c'est très bien, mais là, dès lors que j'ai commencé à réfléchir à là, c'est ce que je lis là aujourd'hui, ça n'existe pas pour l'autre, en fait. C'est, quand bien même j'allais parler de ce que je voulais, de ce que je veux vraiment, de cette expérience-là, j'allais dire, les gens me dire, tu fais quoi dans la vie? Je veux partir,
je veux essayer de vivre avec 3 fois rien dans une petite donc je vais essayer de me construire une petite caravane, machin. Puis les gens souvent me disaient oui, non, mais je veux dire sérieusement, tu fais quoi? C'est l'ignorance, en fait. C'est le truc, ton truc n'a aucune valeur, aucune reconnaissance, aucun succès à la clé de tout ça. Et comment tu avances dans ça? Sachant que quand tu es tout petit, depuis le début, tu avances à la carotte, la note, le succès, qui va juste muter et se transformer par la suite. Là, c'est, tiens, il n'y a plus rien. Comment tu fais pousser une plante sans lumière? Et j'avais aussi souvent, j'étais dans une métaphore où je me disais, je me comparais un peu à un arbre qui là en fait végète toute cette année où je couvais un peu ce truc-là, et je me disais, purée, ben là mon feuillage il a du mal à prendre parce qu'il y a plein d'autres arbres. Je suis dans une forêt où il y a plein d'ombres partout. Je suis dans l'ombre là, et je me posais la question de comment avancer dans l'ombre. Et en fait, je me disais, tiens, mais ok, là je suis peut-être dans l'ombre, mais l'ombre en fait, il y a du bon. Est-ce qu'on pense souvent à un arbre quand on voit un arbre, on voit l'extérieur, mais l'extérieur c'est le feuillage qui cherche toujours la lumière, qui cherche quelque part le succès, mais on oublie que l'arbre, s'il existe, c'est aussi et surtout qu'il y a des racines. Et en fait, dans ces moments-là, je développais les racines, et je trouve que les racines, on va les faire beaucoup plus. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ombre, de l'invisible. Je l'opposerais au succès, la lumière. Dans ce que je vis là, quelque part, la lumière me fait peur. Je dirais que je suis parti sur une idée de vivre sans lumière. Explorer, tiens, qu'est-ce que ça fait de vivre sans lumière, sans succès, sans reconnaissance, pour pouvoir être justement libre et que ce soit pas le regard de l'autre, le succès, la gloire, l'argent qui dicte ce que je veux faire. Et en fait, dès lors que je suis parti et que j'ai fait ça, le paradoxe suite à cette phase d'ombre où je n'existais pas, ce que je vivais, ce que j'étais n'existait pas, et dès lors que je suis parti, les gens sont venus me poser la question, mais qu'est-ce que tu fais, tu vas où? Et petit à petit, les gens se sont intéressés à moi. Donc en fait, comme si le fait d'avoir peut-être mis le doigt sur, tiens, j'arrive à avancer, j'ai réussi à avancer sans lumière, c'est là que la lumière vient en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la lumière. Je suis dans la lumière aujourd'hui. Ouais. Donc je ne sais pas si en fait, si là demain on me la coupe, cette lumière, est-ce que je continue à avancer ou pas? En tout cas, ça s'est construit sans la lumière. Ce qui va donner de la profondeur aussi dans tout ça, c'est que la genèse, elle se fait dans l'ombre. Excellent. Et là, effectivement, je découvre la lumière. Et j'avoue que ça me fait quelque part peur, je suis attentif à ça, mais quelque part, qu'est-ce que c'est le succès pour moi? Eh bien, je reviens à la première réponse que j'ai donnée, c'est je ne sais pas. Est-ce que cette lumière, est-ce vraiment mon succès? Pas sûr. Le succès, la reconnaissance en tout cas de l'autre, arrive là pour moi, mais est-ce le succès? Pas sûr. Et la réponse, c'est je ne sais pas. Alors, ton actualité du moment et tes projets futurs, ce que tu fais aujourd'hui, on le sait, mais les projets futurs, ça va être, je sais pas. Mais donc, dans quelle région est-ce que tu circules pour le moment? Là, je suis en France, en Isère. Et est-ce qu'il y a des festivals où on pourra te rencontrer encore prochainement? Après, je mets toujours l'incertitude du je ne sais pas si je viendrai, parce que voilà, c'est un problème purement matériel qui est de... Et donc, je serai peut-être... Il y a un festival de voyage là, mais je sais pas si, parce que le fait qu'il y ait cette incertitude, je sais pas s'ils prendront le truc qui doit être fin juillet, et ça doit être à Kellar, dans l'Hérault. Et il y a un festival en Suisse, le FIFAD, je crois, comment ça s'appelle. C'est un festival d'aventure au Diableret, début août. Et puis voilà, après, je crois qu'il y en a un autre, je sais plus où c'est. Puis après, peut-être Bordeaux, mais je sais pas si c'est acté encore. Donc voilà, ouvrez l'œil ceux qui ont envie de voir ton film et peut-être de te rencontrer. Alors, pour suivre justement ton actu, c'est un peu compliqué, je suppose? Ou il y a un endroit quand même où c'est publié? Oui, c'est très simple, mais bon, on peut pas forcément la suivre, c'est très dur. D'accord, donc voilà, c'est bien que ce soit dans le podcast. Alors, ton film est dispo sur YouTube, je mettrai les liens dans l'épisode, et je te remercie beaucoup pour ton temps ce matin. Bien voilà. C'était vraiment un grand plaisir de te revoir. Très bien, merci. Oui, merci à toi, et... Voilà, peut-être une prochaine. Ah oui, je sais pas. Je sais pas. Ce serait avec plaisir en tout cas. Bonne route à toi. Tu retrouveras un max d'infos sur l'invité et le lien pour visionner le film complet de Félix Etchepa sur la page web de l'épisode, lien direct dans les notes. Je ne peux que te conseiller de passer 52 minutes en l'excellente compagnie de Félix avec le très beau documentaire de Mathieu. Ce film a tourné dans les festivals et y tourne encore et a entre autres reçu le prix spécial du jury lors de l'édition 2022 des écrans de l'aventure. Un grand merci à S Adventure qui soutient cet épisode et un grand merci à ceux qui me font l'honneur de me soutenir sur Patreon. Je vous embrasse. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci d'avance et à bientôt.